à tous et bienvenue à Jean-Pierre Perrin. Vous êtes journaliste, vous êtes écrivain, vous êtes un bon connaisseur du Proche et du Moyen-Orient que vous avez arpenté dans tous les sens. Vous avez été grand reporter et le Proche et le Moyen-Orient, c'est le nombril du monde et c'est la providence des journalistes. Vous avez aussi écrit des romans et vous livrez le livre le plus épatant sur l'Afghanistan depuis Les Cavaliers de Kessel. Et ce n'est pas un petit compliment, mais il y a des pages de ce livre qui sont réellement, qui auraient pu être signées de Kessel. La chute de Kaboul, c'est à la fois un livre de spécialistes sur une défaite militaire absolument extraordinaire, ce qui s'est passé il y a maintenant 6 mois, mais c'est aussi le livre d'un écrivain qui a cédé à la fascination de l'Afghanistan, de ce pays perdu, ce tombeau des empires. Vous avez succombé, Jean-Pierre Perrin, à la fièvre des montagnes. Alors vous commencez par nous raconter... d'abord, la première fois que vous êtes allé en Afghanistan, c'était quand ? Juste avant l'invasion soviétique, quelques années auparavant, lorsque l'Afghanistan était un pays totalement différent à celui que nous connaissons aujourd'hui, où il y avait une liberté de circulation, il y avait une relative sécurité, on ne parlait pas des djihadistes, pas des islamistes, pas des talibans. Tout ceci est apparu en raison de l'invasion soviétique, même bien après, même. Ouais. Et donc, on n'imaginait pas... C'était votre époque hippie, en fait. Ah non, je n'étais pas hippie, moi. J'étais accompagnateur de voyage. Vous voyez, j'emmenais des groupes de touristes, genre Nouvelles Frontières, sur les pistes afghanes. Ils voulaient avoir un petit peu de frisson, le frisson de l'aventure. Et puis, voilà, c'était des tout petits groupes et ça marchait très bien. Et ils en avaient pour leur argent. Donc ça, c'est la fin des années 70. Oui, toute fin des années 70. Et votre dernier voyage ? Alors, c'était il y a 3-4 ans. J'ai essayé d'y retourner là dernièrement et mon visa est en cours d'obtention. Je comprends maintenant un peu mieux la construction, non pas la construction de votre livre, mais le fait qu'on sent que quelqu'un a pris le temps de regarder. Les reporters, c'est toujours en courant, finalement, et la couleur locale, c'est juste pour donner un fond de décor rapidement. Mais on sent que vous avez passé du temps, par exemple, devant les Bouddhas de Banyan. Oui. Et à l'époque, on pouvait monter à l'intérieur des Bouddhas, c'est ce qu'on a oublié. On arrivait sur leur tête et il y avait un escalier dans la falaise. L'escalier existe toujours, la galerie existe toujours. Les Bouddhas ont disparu, mais on peut toujours aller dans la cavité où ils se tenaient. Alors vous parlez de la cité des cris. Oui. Racontez. Cité des cris ou cité des murmures, qui est juste en face des Bouddhas. C'est une cité qui a été détruite par Gengis Khan, le grand conquérant mongol, qui a complètement rasé une partie de l'Asie centrale et puis fait disparaître des civilisations entières qui ne sont jamais réapparues. Et cette ville lui avait résisté et donc il avait totalement exterminé non seulement la population, mais il avait, alors c'est la légende ou c'est l'histoire, hein, on ne peut pas trancher, il avait enfermé les habitants de la cité des cris dans leurs maisons, il avait fait abattre les maisons et on entendait le sanglot, le cri, les pleurs des gens, des enfants, des femmes pendant des jours et des jours jusqu'à ce que ces cris s'éteignent parce que les occupants de ces maisons étaient morts. Et ça a imprégné la conscience collective de l'Afghanistan. C'est un épisode qui reste dans la mémoire afghane alors que ça s'est passé vers 1200 et quelques, vous voyez. Donc c'est 8 siècles après, c'est toujours la cité des cris, toujours la cité des murmures. C'est ça. C'est-à-dire que c'est à la fois un bon exemple qui illustre la violence qu'a connue ce pays. Ce pays baigne quand même dans une culture de la violence invraisemblable. Et en même temps, ça raconte la tragédie afghane. Hein. C'est une bonne illustration du destin afghan, finalement. Toujours des envahisseurs. Celui-ci a parfaitement réussi. Il a rasé le pays, il n'a jamais été vaincu. Des gens emmurés. Oui, des gens murés. Comme les femmes le sont d'ailleurs. Bien sûr. À l'époque, les femmes ne l'étaient beaucoup moins. Mais, et donc, ça se produit en plein cœur de l'Afghanistan, devant les Bouddhas de Bamiyan, qui sont emblématiques aussi à leur manière, parce qu'ils montrent que l'Afghanistan a un passé historique extraordinairement riche. C'était une grande terre bouddhiste, par exemple. C'est là, par exemple, que Bouddha a trouvé son visage. Bouddha n'avait pas de visage avant que le bouddhisme s'implante en Afghanistan parce que... Il y avait un ovale. Oui, il n'y avait rien. C'était un esprit comme nombre de dieux monothéistes. Et donc, Alexandre le Grand est venu avec des sculpteurs grecs. Les sculpteurs grecs ont donné son visage à Bouddha et lui ont donné le visage de qui ? D'Apollon. Apollon, pourquoi ? Parce que la suprême sagesse, représentée par le Bouddha, doit correspondre à la suprême beauté,
représentés par Apollon. Donc en fait, ça qui est extraordinaire dans l'histoire de l'Afghanistan, c'est que vous avez eu Alexandre, hein, le Grand, qui est passé là. Vous avez eu les sculpteurs, la statuaire grecque. Vous avez eu le bouddhisme et les sages indiens. Et de tout ça, il ne reste rien. Le zoroastrisme, oui, avant, qui est né en Afghanistan, dans la oui, même ville où Alexandre s'est marié, par exemple. Et tout ça a été balayé. Ça n'a rien fécondé, en fait. Les talibans ont fait la guerre à l'histoire aussi. Hein. C'est pour ça qu'ils détruisent les Bouddhas de Bamiyan, parce que c'est une volonté de faire savoir qu'avant l'islam, il n'y a rien eu. Il n'y a pas eu de civilisation. Or, la civilisation gréco-bouddhiste a duré 5 siècles. C'est donc une parenthèse. C'est le côté importante. révolutionnaire des talibans. Du passé, faisons table rase. Ils vont jusqu'au bout de la démonstration. Mais ces talibans, ce sont des Afghans. Ils sont parfaitement Afghans. C'est pas Ch'toun. Ils sont parfaitement afghans, absolument, bien sûr. Mais personne ne leur nie cette qualité. Non, mais je veux dire, ils n'arrivent pas de Mars. Hein. Ils sont nés là, ils vivent là, ils guerroient là, ils meurent là-bas. Et ils ont balayé vraiment tout ce qu'il y avait avant l'idée qu'ils se font de l'islam. Oui, parce que qui sont les talibans ? Voilà, les talibans sont pour l'essentiel à la fois des cultivateurs, mais surtout des métayers, des cultivateurs sans terre, c'est-à-dire donc qui ont une vie extrêmement misérable, et en même temps des séminaristes des écoles coraniques, des madrasas du Pakistan. Et les uns font les cadres, les autres font le gros des troupes. Et donc, ils n'ont pas une ouverture sur le monde qui est très grande. Hein. Au contraire, ça reste limité à leur village ou aux écoles dans lesquelles ils ont étudié au Pakistan pour l'essentiel. Et donc, nous avons ce mélange entre métayers et religieux. Et donc, toute la direction des talibans, l'entière direction n'est composée que de juges religieux qui ne connaissent que le texte du Coran et des textes religieux islamiques comme vision du monde, et non rien d'autre. Est-ce que vous pensez, Jean-Pierre Perrin, que les Hazaras, puisque les Bouddhas de Bamiyan sont plantés en plein milieu de ce territoire qu'ils peuplent, sont beaucoup plus ouverts d'esprit La Zarajat, c'est la population la plus martyrisée, la plus pauvre, la plus méprisée totalement. Et c'était eux qui avaient les boulots les plus dégoûtants de Kaboul, par exemple. Et donc, aujourd'hui, c'est la province qui, culturellement, est la plus en avance, alors qu'elle est toujours aussi pauvre, mais il y a une ouverture sur le monde et un nombre d'intellectuels. Parce que cette région a profité à plein des 20 ans d'occupation. C'est la principale région qui a profité de... Si vous allez dans la Zarajat, vous avez par exemple sur chaque masure, vous avez des panneaux solaires qui leur donnent une autonomie en électricité, qui leur permettent de regarder par exemple la télévision. L'eau n'est pas là, mais l'électricité est là grâce aux panneaux solaires. Ça, c'est quand même 20 ans. La télévision, c'est le pire, mais c'est aussi le meilleur. Oui, parce que cette télévision les ouvre au monde. Ouais. Il y a des programmes d'éducation sur la télévision afghane. Il y avait des programmes d'émancipation des femmes, il y avait des feuilletons indiens, il y avait quelque chose. Il y avait vraiment... La télévision en Afghanistan, ça représentait une modernité. Et finalement, ça fait beaucoup pour l'éducation des enfants, des femmes, voire des hommes. Dans le Nouveau Monde et sur Télé Sud qu'on dira le contraire. Alors, les talibans, on revient à votre livre, L'humiliante défaite. D'abord, vous dites une chose sur les talibans, c'est que les talibans d'aujourd'hui ne sont pas ceux qui ont conquis le pouvoir à la fin des années 90. Ils ont muté. Il y a le réseau Haqqani. Hein. Je crois que ce sont eux qui ont... la réalité du pouvoir. Ce sont eux qui tiennent Kaboul, et donc avec les talibans traditionnalistes qui se trouvent plutôt à Kandahar, la seconde grande ville de l'Afghanistan, au sud du pays, capitale royale, l'ancienne capitale royale, eh bien il y a des différences, il y a même des Alors les Haqqanis, c'est une famille d'abord ? Oui. C'est une grande. Alors, c'est pas tant une famille que. Haqqani, c'est le nom de la grande madrasa. Ça vient d'Haqqaniya, la grande madrasa, la grande école religieuse pakistanaise, dont sont issus la famille Haqqani, qui prend le nom d'Haqqani, mais c'est pas son véritable nom. Ouais. Voilà, c'est en référence à cette école religieuse, et ça dit déjà beaucoup de choses. Alors, avec, effectivement, dans ce qu'on a appelé le réseau, c'est-à-dire à la fois des terroristes qui ont revendiqué les attentats les plus sanglants, les plus cruels, le trafic d'opium, de pavot, que
dont Qui on les enrichit. croyait, Qui les enrichit. qui les enrichit considérablement, et dont on croyait avant que les talibans avaient réussi à éradiquer cette culture. Et puis le réseau Haqqani, c'est aussi est connecté avec le Pakistan. Oui, et encore en plus, connectés avec Al-Qaïda, ce sont eux qui, parmi les talibans, ont les rapports les plus étroits avec Al-Qaïda. Donc ils conjuguent 4 formes de pouvoir. Si vous voulez, le pouvoir grâce à l'argent de la drogue, le pouvoir au sein des talibans, puisqu'ils occupent le poste de numéro 2 notamment. Ouais. Et puis ils ont des postes importants à Kaboul et ailleurs, et notamment le ministère de l'Intérieur. Et puis ils sont le plus proches idéologiquement d'Al-Qaïda. Al-Qaïda les a beaucoup fécondés, si je puis dire. Et puis le dernier point, eh bien... c'est leur liaison dangereuse avec le Pakistan. Alors, le 15 août, on voit sur leur motocyclette les talibans de retour dans Kaboul. On se rappelait du Mollah Omar qui avait fui, paraît-il, en moto. Là, on voit ses disciples qui reviennent sans coup férir, sans tirer. Ils prennent le contrôle de la capitale qui tombe comme un fruit mûr. Et comment expliquer donc la victoire foudroyante, dites-vous, de cette guérilla si frustre et qui réussit ainsi à vaincre les armées les plus sophistiquées? Vous savez, il n'y a jamais une seule raison pour expliquer un désastre. Ouais. Il y en a quantité. Là, il y a déjà une première raison qui saute aux yeux, c'est que cette armée afghane, elle a été façonnée par les Américains. Non seulement ils étaient ses conseillers, ils s'occupaient de la formation, ils les approvisionnaient armes et munitions, bien évidemment, la logistique. Elle a été construite par eux. À partir du moment où ils s'en vont, ils la laissent complètement tomber. Cette armée n'a plus aucune autonomie. Oui, mais alors comment? Les pièces détachées des hélicoptères, il n'y en a plus. Les munitions pour les hélicoptères, il n'y en a pas davantage. Donc on a une armée orpheline, abandonnée, et en plus qui s'est sentie totalement trahie. Et donc on ne pouvait pas s'attendre à des merveilles de sa part. Mais quand on a pendant 20 ans coopéré, formé, façonné cette armée, comme l'ont fait les Américains avec l'armée afghane, on y a toutes sortes de connexions, toutes sortes d'amis, de camarades, de combat éventuellement. Il y a une fraternité, les militaires se comprennent entre eux. Et donc, je veux dire, comment est-ce que ça se fait que les Américains aient été pris au dépourvu par l'effondrement de cette armée qu'ils connaissaient si bien et dans laquelle ils avaient tant investi? En même temps, l'armée américaine ne se mêle jamais à l'armée afghane. Ce sont deux armées qui, certes, opèrent ensemble, mais côte à côte. Ils ne se mélangent pas. Ils ne partagent pas la cantine, par exemple. Ils ne partagent pas les dortoirs. Ce sont deux armées qui, finalement, ne connaissent vraiment rien l'une de l'autre. Donc ça, c'est une des premières raisons. Mais il y en a bien d'autres. Il y a eu des erreurs stratégiques américaines considérables. La faillite des services de renseignement, par exemple. Les ONG savaient que les talibans allaient prendre la ville d'un moment à l'autre, quand les services occidentaux, si on en croit les propos du président Biden, disait mais non, l'armée va parfaitement tenir. Vous voyez, il y a quand même quelque chose de profondément choquant. Ce qu'une ONG savait, on avait l'impression que les services de renseignement ne le savaient pas. Alors c'est une énigme parce que effectivement, ce livre non seulement est un vrai livre, c'est une enquête de journaliste, c'est un récit historique, mais c'est aussi un peu un pamphlet contre l'Amérique d'aujourd'hui. Et alors, vous vous interrogez sur Joe Biden, vous critiquez les 4 derniers présidents américains en disant que leur stratégie en Afghanistan a été inepte de bout en bout. En fait. Je maintiens inepte, oui. Et dès le départ, en fait, par exemple, vous racontez, moi ce que j'ignorais, c'est que les talibans, au départ, veulent un cessez-le-feu et veulent négocier une amnistie. Et George Bush traite de la même manière les terroristes Al-Qaïda et ceux qui les hébergeaient. Oui, il le dit lui-même, oui. Il le répète, il le dit plusieurs fois. Il n'y a aucune différence entre les terroristes et ceux qui les abritent. Donc le crime initial, c'est d'avoir pris les nationalistes pashtuns, parce que c'est ça quand même le Taliban, des Pashtuns en colère, de les avoir jetés dehors, de les avoir exclus de ce qu'on a appelé la conférence de Bonn, où c'est... les accords de Bonn, voilà. Oui, tout ça. Oui. Tout le monde est invité aux accords de Bonn, y compris les seigneurs de guerre peu recommandables, et les talibans ne sont pas là. Donc ça, c'est on le début. pas la main. Oui. Ça, c'est le début. Et à la fin, on a un aveuglement pire encore, à savoir que sous Donald Trump, on ne négocie pas vraiment avec les talibans. On a fixé la date du repli, et puis on s'accommode finalement de leurs paroles verbales. Et sous Biden... On se replie comme on s'enfuit.
Hein. Mais c'est plus grave que ça. C'est-à-dire, lorsque les négociations avec Trump commencent, c'est que les Américains arrivent en leur disant on s'en va à telle époque. Donc, dans une négociation, finalement, on négocie la date d'un départ. On n'arrive pas déjà en leur disant on s'en va. Ça veut dire qu'on a déjà perdu et qu'on est prêt à tout leur céder. Et donc, Trump voulait à tout prix conclure un accord avant les élections, pensant que ça pouvait améliorer son futur score électoral. D'ailleurs, ça n'a pas été le cas. Et donc, voilà. Mais je vais plus loin. Comment est-ce que vous expliquez, alors qu'il y a tant de bons connaisseurs de l'Afghanistan et en général même du Moyen-Orient, dans l'armée américaine, dans les universités américaines, dans la presse américaine, même il y a des orientalistes de talent qui parfois écrivent, comment est-ce que vous expliquez la bêtise éternellement renouvelée de l'exécutif américain et la myopie de ses présidents? Alors Obama l'a dit un peu dans ses mémoires. Il a dit que les généraux américains voulaient lui imposer une stratégie en Afghanistan, mais que c'était lui le patron et qu'il n'avait donc pas à leur obéir. Mais, je veux dire, conseiller n'est pas se soumettre. Et autant se soumettre à des généraux, ça serait une violation de la démocratie la plus élémentaire, autant conseiller, c'est dans le rôle des militaires. Maintenant, il y a un hubris américain, il y a une volonté, c'est-à-dire le sentiment qu'on est la première puissance mondiale. Il y a l'OTAN à ses côtés, qui est la première organisation de défense au monde. On pense qu'on ne va pas quand même se faire battre par quelques dizaines de milliers de soldats mal équipés, peu commandés finalement. Et puis il y a quelque chose de sans doute de fondamental, c'est qu'on ne veut pas chercher à connaître l'ennemi. Et ça c'est gravissime. Incompétence, amateurisme, cynisme, mauvaise foi et lâcheté, s'il fallait caractériser le retrait américain. Alors, vous racontez une anecdote que j'ignorais aussi, c'est Joe Biden se levant de table et jetant sa serviette quand Hamid Karzai se plaint devant lui des manigances du Pakistan et Joe Biden, qui est vice-président à l'époque, lui dit que le Pakistan, c'est 50 fois plus important que l'Afghanistan. Oui, bien sûr, mais ce qui est vrai d'ailleurs. On ne peut pas lui reprocher cette vérité, sauf que c'est peut-être pas comme ça qu'on doit parler à des Afghans, d'une part, et puis d'autre part, c'est de ne pas voir les capacités de nuisance pakistanaises. Alors, pourquoi les Américains essayent d'être au plus près des Pakistanais? Parce que le Pakistan est une puissance nucléaire considérable. En plus, elle est courtisée par la Chine. Le Pakistan est courtisé par la Chine. En plus, c'est un pays qui fait peur globalement et donc a une position stratégique centrale. Donc, il est important pour l'Amérique d'avoir de bonnes relations avec le Pakistan et en même temps, on efface les ardoises, on refuse... Le Pakistan qui a, faut-il le rappeler, protégé, hébergé Ben Laden en fuite. Oui. Et puis, qui a conseillé les talibans, qui les a armés, qui les a financés, qui les a aidés de toutes les manières possibles. Puis... a gagné la guerre contre les Américains. Absolument. Chercher l'erreur. Eh bien oui, il y a une erreur qui est d'ailleurs dénoncée dans plusieurs livres écrits par des auteurs américains, mais ça n'a rien changé. Alors, les conséquences... Qui ont assassiné des quantités d'Américains également, le Pakistan. On va citer quand même Daniel Pearl. Daniel Pearl n'a pas été assassiné par l'establishment pakistanais, mais quand même, ça s'est passé dans un contexte d'anti-américanisme viscéral. Et puis, on a oublié l'attaque de l'ambassade américaine en 1979, où l'ambassade américaine est prise d'assaut. On se souvient de celle de Téhéran et pas celle d'Islamabad, alors qu'il y a eu des diplomates, ou du moins du personnel américain, qui a été tué dans cette opération, où la police pakistanaise a attendu le dernier moment pour intervenir, le dernier moment du dictateur Zia-ul-Haq, qui en plus a été félicité à l'époque, c'était par Jimmy Carter, pour n'être pas intervenu. On parle des conséquences. Alors, d'abord, non, il y a une tête de chapitre. C'est quoi la vision potagère de l'histoire? C'est-à-dire la vision, c'est le mot de Bernanos, c'est-à-dire la vision simplement limitée à son petit précaré, à ne pas regarder. Alors, c'est en contradiction avec l'universalisme américain. Mais en même temps, on prône l'universalisme, mais à la maison, on s'occupe uniquement de son petit lopin de terre, c'est-à-dire de ses intérêts électoraux, du mid-term qui arrive, du
pression du Congrès, des problèmes avec le Sénat, de la presse aussi, enfin bref, voilà, et on se couche un petit peu devant les intérêts les plus potagers. Bon, tous les alliés des États-Unis qui étaient embarqués en Afghanistan ont été en quelque sorte abandonnés sur place. Oui. Il n'y a pas que les protégés afghans, il y a aussi les Britanniques, les Allemands. les Allemands, etc. Surtout les Allemands qui avaient beaucoup investi en Afghanistan. Alors c'est vrai qu'ils étaient intervenus un petit peu pendant le conflit yougoslave, mais c'est surtout en Afghanistan leur première mission. Au-delà de l'Europe, ils n'en avaient jamais mené d'autres depuis la fin de la guerre, et ils jouaient un rôle de stabilisateur important dans le nord de l'Afghanistan, en déployant des hommes, en faisant un travail humanitaire, et donc d'ailleurs les Allemands l'ont très mal pris. Vous remarquez qu'il n'y a pas beaucoup de réactions du côté arabe à la chute de Kaboul et à la victoire des talibans, grand silence du côté des sunnites. Et applaudissements modérés du côté de la Turquie, de l'Iran. On reste discret. Le monde arabe sunnite, évidemment, parce qu'on a des gens qui se réclament de l'islam le plus pur. Alors, les critiquer, ça pourrait ensuite les amener, ces talibans, à dire « mais pour qui vous prenez-vous ? Vous n'êtes pas de bons musulmans ?» Vous savez, le problème, c'est qu'on trouve toujours un musulman meilleur que soi. Et les talibans prétendent être les meilleurs musulmans du monde, donc on ne va pas trop les contredire pour ne pas se faire accuser de corruption et de... Alors, côté chinois, on se réjouit. Fin de l'illusion démocratique et fin de la présence américaine, finalement, dans le Moyen-Orient, au Moyen-Orient. Tout à fait, l'Afghanistan était la dernière frontière, d'une certaine façon. Ouais. Mais les Chinois commencent, on observe un grand silence depuis un moment des Chinois, alors qu'ils les ont vraiment soutenus. Ils les ont accueillis en grande pompe en Chine, la délégation officielle, les ont traités comme une délégation diplomatique normale. Les recevant d'ailleurs quelques jours, je ne sais plus si c'est avant ou après, une délégation américaine. Vous voyez, ils les traitaient vraiment sur un pied d'égalité. Et là, depuis quelques mois, ils semblent avoir déchanté. Et on n'entend plus la Chine parler de l'Afghanistan. Plus du tout. Les nouvelles règles du grand jeu, c'est l'avant-dernier chapitre. Le dernier, manger sa soupe avec un couteau. Oui, c'est une phrase de Lawrence d'Arabie qu'on peut trouver dans son fameux livre Les piliers de la sagesse, c'est-à-dire qu'une guérilla, effectivement, est très difficile à vaincre. Une guerre asymétrique est très difficile à gagner pour la puissance principale, celle qui a l'armée régulière. Et donc, effectivement, c'est facile de critiquer, si vous voulez. Après, bien sûr. C'est facile de voir des erreurs. Bon, simplement, les erreurs ont été signalées par des experts, y compris militaires, dès le départ. Il n'y a aucun repentir côté Biden. Non, il n'y a aucun repentir. Non. On refuse de s'apitoyer ou de regretter. On ne sait même pas de s'expliquer. Alors, est-ce que vous pensez d'ailleurs, c'est une incise, mais on sort un peu de l'Afghanistan, est-ce que vous pensez que la fermeté affichée par Washington dans l'affaire ukrainienne, dans la querelle avec la Russie qui émet des troupes à la frontière ukrainienne, et les Américains prétendent que il y a une véritable menace imminente d'invasion de l'Ukraine, ce dont les spécialistes ont l'air de douter. Est-ce que vous pensez que cette façon virile de poser le problème, c'est pour Joe Biden faire oublier la débandade afghane ? Ce n'est pas la seule raison. Je pense qu'il y a aussi la volonté d'apparaître effectivement comme un homme fort après les faiblesses du retrait catastrophique de Kaboul. C'est vrai, mais il y a sans doute évidemment bien d'autres enjeux économiques, enjeux politiques, enjeux stratégiques. Et puis, simplement, on peut remarquer quand même qu'il pourrait venir faire une tournée des popotes européennes et essayer de mettre un petit peu tout le monde d'accord derrière lui, ce qu'il ne fait pas. Et vous n'avez pas envie d'aller faire une tournée des popotes afghanes ? Ce n'est pas le moment de retourner en Afghanistan ? C'est toujours le moment. C'est toujours le moment. C'est toujours le moment d'aller en Afghanistan. On y apprend toujours des choses. Il y a beaucoup d'inconnus qu'on ne connaît pas. Mais là, c'est la famine qui menace. C'est la famine. C'est une vraie famine, comme il n'y en a pas eu depuis des siècles peut-être, parce qu'il y a une sécheresse, la deuxième sécheresse en 4 ans, c'est considérable. Et puis il y a la suspension de toute l'aide humanitaire, et puis il y a une administration ubuesque de la part des talibans, qui ne sont... Quand ils négociaient à Doha avec les Américains, j'avais rencontré le responsable, le Qatari qui organisait ces négociations, il m'avait dit, écoutez, ils ont peut-être changé, mais il y a une chose sur laquelle ils n'ont pas changé, ils n'ont aucune idée de ce que c'est qu'administrer un pays, de ce que c'est qu'un ministère, de ce que c'est qu'un rôle de ministre.
Et donc, on le voit aujourd'hui, ils ont l'esprit ailleurs. Donc c'est la dictature décentralisée jusqu'au fin fond du village, de la vallée, où le taliban local fait régner ce qu'il croit être l'ordre. Oui. Oui, avec en plus quand même des guerres de factions importantes quand même entre eux. Alors évidemment, en ce moment, on ne les voit pas parce que l'urgence de la situation humanitaire est telle qu'ils vont cacher leurs divisions. Évidemment, ce n'est pas le moment. Mais tôt ou tard, ces divisions réapparaîtront. Et tôt ou tard, la guerre reprendra. Ça, c'est difficile à dire parce qu'il n'y a plus d'opposition. Vous savez, la révolte du Panjshir, elle a duré exactement entre 1 et 3 jours. Cette vallée, quand même, qui a résisté pendant 10 ans aux Soviétiques, quand même. Avant que le fils du commandant Massoud oui. se réfugie au Tadjikistan. Et les talibans ne représentaient qu'1 centième de la puissance soviétique. Et pourtant, cette vallée a tenu. Là, elle s'est effondrée tout de suite. Jean-Pierre Perrin, L'humiliante défaite, publié aux éditions des Équateurs. Et c'est un vrai voyage et en même temps un guide pour comprendre l'actualité la plus criante. Merci à vous. Merci beaucoup de votre invitation. Merci beaucoup. Rendez-vous la semaine prochaine, même lieu, même heure.